Il m'a dit qu'il y a eu au moins 15 coups de feu. 15 coups de feu? Sur son véhicule, il y a 3 impacts. Moi, j'ai eu 3 impacts. Une qui est rentrée là et c'est là on la voit, elle sort dans le pas, elle longe comme ça, il y a bien ce loger là. Il n'est pas ressorti. Non, regardez quand vous rentrez, regardez par l'intérieur. Ah là là, putain. Mais vous vous rendez compte que vous l'avez échappé belle tous? J'ai mal à la tête, je sais pas. Je sens des trucs bizarres, je vous dis la vérité. Normal, c'est normal. Vous avez de la chance. Hein. C'est le contre-coup. Alors qu'il traversait une cité en voiture, cet homme s'est retrouvé au cœur d'une fusillade. J'ai peur et tout. Je suis marié, j'ai 2 enfants et tout. Et voilà, j'ai rien fait du mal moi pour qu'il m'arrive des trucs comme ça. J'ai envie juste de ne pas rester maintenant ici à Marseille, c'est tout. Je vous dis la vérité. Là, je vais déménager, là, je vais pas rester ici. Hein. À 5 dans une voiture, qui n'est pas une balle qui en touche un, c'est la roulette russe là. Il dit que ça a tiré 15 fois. Donc 15 fois avec une arme de poing, c'est tout un chargeur quoi. Mais et pour vous, ça a fait ta ou tac tac Tac, tac tac, tac, tac. tac tac tac. You have a problem with authority, Mr. Anderson. Yeah. You believe that you are special, but somehow Un taux d'homicide 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Marseille est aujourd'hui considérée comme l'une des villes les plus dangereuses de France. La nuit, la commissaire générale Béatrice Fontaine, 55 ans, 37 ans de service, commande 400 policiers sur le terrain. On va faire une opération avec la CSI sur la cité La Bricarde. Merde, on en a loupé. Règlement de compte, trafic de stupéfiants Là, on a les guetteurs, attention. et violence conjugale. Tu m'as donné quelques beaux visages, mais c'est tout. C'est normal, je vais le mériter peut-être. Oh, ben quand même, personne mérite des coups au visage, enfin quand même, aucune femme qui doit accepter ça. Accompagné de sa garde rapprochée, les 9 policiers du SND, le service de nuit départemental, la commissaire Fontaine intervient sur toutes les affaires délicates. Là, Ça veut dire que si un fouille un couteau, il me plante et moi je me défends pas. Il me regarde, il me parle. On voit pas, je suis dans la pute. pour un policier qui aime l'action, Marseille, c'est un formidable terrain de jeu. À travers elle, c'est un panorama de la délinquance marseillaise qui s'offre à nous. Tout droit, tout droit. Tout droit? Tout droit. Sur l'affaire de la voiture criblée de balles, la commissaire emmène la victime sur les lieux. Elle veut savoir exactement d'où ont été tirés les coups de feu. Donc on est bon jusque-là, monsieur? Oui. Là, vous reconnaissez? Là, oui, je me souviens, je pense que j'ai pris la droite, là. Oui. C'est ça. Direction la Savine, une cité sensible des quartiers nord de Marseille. Un important point de vente de cannabis et cocaïne. Après, normalement, on va arriver à un virage sur la gauche. On se rapproche du plan stup, hein, là, hein, carrément. L'homme est venu dans ce quartier peu avant 18 h pour récupérer son beau-frère et 3 de ses copains qui sortaient d'une fête d'anniversaire. La commissaire pense qu'ils ont été les victimes collatérales d'un règlement de compte entre dealers. Ici, ils ont commencé à tirer. Là où il y a la Il y a porte, des là. en fait, il y a des gradins derrière ce muret. Il y avait un, il a sorti sa tête. Arrête, arrête, arrête. Et après, j'ai entendu, sur arrête, il a tiré. J'ai entendu le tir, j'ai accéléré. Merci, monsieur. On vous amène au commissariat du 15e. Je vous laisse avec des collègues. Ça va. La guerre de territoire qui sévit actuellement à Marseille a fait 21 morts ces 6 derniers mois. Donc au niveau des douilles, on est là-bas. Parce que là, ça correspond vraiment au tir sur la voiture. On a trouvé 2 étuis de Kalash Ah, du 762, des étuis... Attends. cartouche percutée, Ah, des du cartouches 762. percutées. Il y en a 2, on est en train de chercher s'il y a pas autre chose. Du 7,62, un calibre de fusil d'assaut. En plus des douilles, des bouteilles de soda, un sachet de cannabis sont envoyés à la police scientifique pour analyse. Ah merde. Ah mais quand même, attends. Mais surtout, ils retrouvent des traces de sang. Et on a bien regardé dans le City Stade, il n'y a pas le reste des traces de sang. Encore, j'ai pris tout le tour. Sur le terrain, la commissaire fait le lien avec le procureur de la République. Allô?
Oui, c'est encore le commissaire Fontaine à l'appareil du SND. Oui, je suis désolée. Rebondissement dans l'affaire de la Savine. On a 3 traces de sang, 3 taches, on va dire de 4 cm de diamètre. C'est récent, hein, c'est frais, c'est du sang rouge. Est-ce le sang d'une victime ou celui des auteurs des coups de feu qui auraient pu se blesser en tirant? Est-ce qu'on peut rappeler quand même les urgences de Nord pour leur demander s'ils n'ont toujours pas de blessés qui peut être compatible avec même une éraflure par arme à feu, quoi. Parce qu'on a quand même un blessé. Hein. La semaine précédente, un homme de 24 ans blessé par balle dans cette même cité est décédé à l'hôpital. Donc bon, on sait qu'il y a des rivalités entre plusieurs groupes. Ça s'inscrit peut-être là-dedans, comme dans beaucoup de cités marseillaises. Confié à la police judiciaire, l'enquête pour retrouver les auteurs des coups de feu est toujours en cours. En quelques mois, cette flambée de violence a changé le visage du trafic de drogue à Marseille. Les jeunes des cités sont de plus en plus réticents à risquer leur vie pour faire le guetteur. Chaque nuit, on va descendre, Béatrice Fontaine et ses hommes mènent des opérations sur différents points de deal dans l'espoir de désorganiser le trafic. Les policiers de la BAC viennent d'arrêter 2 guetteurs. Ouais. Monsieur, on vous C'est parle. quoi cet argent? C'est à moi. Je sais, je me Il doute. sort d'où? Tiens. Hein? Tu as un papier qui justifie que tu as autant d'argent sur toi? Là, et là, regardez, vous avez même les récipients dans lesquels ils vendent les morceaux de shit, là. Les guetteurs ont bien fait leur travail. Les trafiquants ont eu le temps de prendre la fuite en emportant la drogue. Là, même là, derrière, vous en avez plein, là, derrière. Donc là, il y a leur barricade pour nous retarder, en fait. Ah oui, ça, c'est pas vous qui les avez mis. Ah non, non, on les enlève régulièrement. Hein. Donc la frappe à Yoda. Donc vous voyez, 24-24. Donc là, ils annoncent leurs produits. Je pense que c'est des produits à 10, à 50 grammes, 100 grammes. Ils détaillent tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils sont capables de vendre. Alors mâche, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Et la coque, ils disent la vendre par 5 grammes ou par 10 grammes. Par manque de main-d'œuvre marseillaise, pour faire les guetteurs, les trafiquants embauchent de plus en plus des mineurs en fugue ou des sans-papiers, payés 70 € la journée. Regardez là-bas. Nom de famille, c'est quoi? Celui-ci dit ne pas avoir de papier d'identité sur lui. S ou CH? Désolé. Pour vérifier son identité, le policier utilise un logiciel de reconnaissance faciale. Alors moi, je ne suis pas physionomie, je ne reconnaîtrais même pas mon frère, mais il me semble que c'est lui. C'est lui, il donne une fausse identité. Comme il a déjà été arrêté, Oh non, il ne faut pas mentir, il faut dire la vraie identité. Hein. les policiers ont une fiche à son nom. Enfin, à ses noms. Alors, un jour tu t'appelais Bouzid, un jour tu t'appelais Djeloul. T'as la même coupe de cheveux, la même couleur de cheveux. J'ai aucun problème de toute façon. Bah moi non plus, j'ai pas de t'es problème. déjà connu des services de police. Monsieur. Parce que je te T'es déjà demande. connu des services de police. Avant, il fallait prendre les empreintes, etc. Là, maintenant, la reconnaissance faciale, c'est top. L'homme, en situation irrégulière, est emmené en garde à vue, tout comme le deuxième guetteur qui, lui, a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants. Mais je vais mettre les deux chez moi, dans la voiture. Là. Vous voyez qu'ils instrumentalisent, ils utilisent la misère humaine. Hein. Honnêtement, des gens ou des clandestins ou des jeunes qui sont en fugue ou en rupture familiale, c'est vraiment se servir des gens et les laisser en pleine nuit comme ça, en plein froid, au risque de se faire arrêter. S'il y a quelqu'un qui vient et qui rafale, ils se prennent, ils sont en première ligne. C'est vraiment un manque de respect même pour ceux qu'ils emploient à faire ce genre de boulot. Hein. Souvent, les guetteurs n'ont pas de drogue sur eux et peu d'argent. Devant la justice, ils ne risquent en théorie presque rien. Mais à Marseille, depuis quelques mois, Madame la commissaire et le procureur de la République tentent de les poursuivre pour association de malfaiteurs. Il y a combien? Je sais pas. Vous savez pas? Si on arrive à caractériser qu'ils jouent un rôle dans le trafic, qu'ils tiennent une barricade, qu'ils préviennent les individus de l'arrivée des forces de l'ordre, qu'ils essaient de nous empêcher en lançant des poubelles, etc. Ça fait partie de l'association de malfaiteurs. Après, à nous de le caractériser, hein, mais être un guetteur, c'est pas anodin. On fait partie du trafic. On est membre actif du trafic.
Béatrice Fontaine a commencé dans la police à l'âge de 17 ans. D'abord en tant que dactylo en région parisienne, puis gardienne de la paix, inspectrice et enfin commissaire. Regarde-moi pas, regarde-moi pas, je vais te niquer tes morts. Madame, il me regarde, il me parle. Parle-moi pas, je vais te niquer ta mère la pute. Vous vous calmez, on ne veut plus vous entendre. Et ta mère la pute, c'est quelque chose, c'est des termes que je ne veux pas entendre parler dans un commissariat. C'est grossier, ça ne vous va pas du tout, c'est pas du tout élégant. Ce poste de commissaire de nuit, qu'elle occupe depuis janvier 2021, l'a fait renouer avec cette vie en décalé qu'elle a bien connue au début de sa carrière. Je m'accapare le micro-ondes. Il est minuit 40. Au cœur de 11 heures de vacation, petite pause repas. Repas rapide, mais qui permet quand même de se réchauffer un petit peu, parce que là il fait froid, et qui permet de recharger les batteries. Cette célibataire, divorcée, mère d'un garçon de 27 ans, aime cette vie de noctambule, empreinte d'adrénaline. On ne voit pas le temps passer. Souvent, je regarde l'heure et je dis oh, il est déjà 4-5 heures. Ouais, c'est passé à une vitesse, c'est vrai. Hein. Toutes les interventions sont souvent sous tension, délicates, parfois beaucoup sous fond d'alcool, sous fond de crise. Et c'est vrai que c'est assez intense. Et tout le monde ressent cette même atmosphère. Donc c'est vrai que ça crée un lien particulier entre tous les fonctionnaires qui se reconnaissent. En gros, ils s'appellent « on est des nuiteux ». Et les nuiteux entre eux sont nécessairement une bande à part, une équipe à part, et qui connaissent les mêmes difficultés et les mêmes organisations de vie en fait. Salaire d'un commissaire général, entre 5 200 et 5 500 € bruts mensuels, auxquels s'ajoute la prime de nuit, 80 € par mois. Mais si on supprimait tout l'alcool, toute la drogue, on aurait une ville hyper calme. Hein. On est parti. À Marseille, les fins de nuit sont souvent pleines de surprises. Parti pour un petit contrôle. Les policiers viennent de croiser une voiture. En un coup d'œil, ils ont repéré la conductrice. Elle leur a paru très jeune. Je fais rien de mal, vous pouvez fouiller la voiture. Eh ben si, mademoiselle, vous conduisez alors que vous avez 17 ans. La conductrice est effectivement mineure. Elle n'a donc pas le permis de conduire et ne portait pas la ceinture de sécurité. On est parti acheter, monsieur, on n'a rien fait de mal. Eh si, mademoiselle, vous conduisez sans permis, c'est quelque chose de mal, ça, déjà. Ouais, mais c'est la première fois que je la prends. Regardez, tellement je... Elle aurait emprunté la voiture de sa sœur pour aller acheter du soda à l'alimentation de nuit du quartier. Pardon? C'est pas la première fois, non? Si, c'est la première fois. Non, je vous jure, je vais pas vous mentir quand même. Présentez-moi les papiers du véhicule, quand même. Ah, ma soeur, elle les a. Et vous avez pas une pièce d'identité? Et j'ai même pas mon sac, mais tapez, vous allez trouver mon identité. Je vois que le 6, il est modifié devant et il est modifié derrière, curieusement. Souvent, il modifie un peu la plaque pour pas que ce soit pris dans les radars automatisés. Plaque modifiée, pas de permis, pas de ceinture, pas d'assurance non plus. Et dans la voiture, les policiers retrouvent un morceau de hashish. Quelle famille! Qu'est-ce qu'il y a? La sœur, elle prête la voiture, la cousine, elle donne du shit. Dans le sac de la passagère, mineure elle aussi, les policiers trouvent un cutter. Un outil de bricolage que la jeune fille voit plutôt comme une arme d'autodéfense. Et vous pensez qu'avec ça, vous allez vous défendre? Ben, c'est un fou, quoi, que je me défends. On sait jamais. Ça veut dire que si un fou, il a un couteau, il me plante et moi, je me défends pas. Avec tous les fous qu'il y a à Marseille, vous, la police, vous êtes jamais là quand il se passe des trucs de fous. Vous êtes là, je sais pas. On n'est jamais là quand il faut, mais non, vous êtes là, mais tout un mauvais moment. Sans permis, on est là. Ah, quand con, on vous arrête alors que vous conduisez sans permis, on n'est pas là au bon moment. Qu'est-ce que c'est? Jusqu'au moment où vous aurez quelqu'un de votre famille, un enfant, un grand-parent qui se fait renverser par quelqu'un qui ne sait pas conduire, qui n'a pas le permis. Là, vous allez dire que fait la police? Comment se fait-il que la police elle laisse des gens sans permis conduire, n'importe comment? Ouais, quand il y a des accidents sur la route, qu'il y a des gens, ils arrivent à baliser qui des gens, vous n'êtes pas là, les gens ils meurent quand même. Alors, on est là tout le temps. Ouais, quand le mec il est mort, quand c'est fini. Bon, allez, on arrête de Ah, mais c'est discuter. une blague, On y va? La voiture est immobilisée. La conductrice est emmenée en garde à vue. Elle risque jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. C'est une petite de 17 ans qui n'a pas le permis. La sœur de la jeune fille arrive.
elle non plus ne semble pas impressionnée par l'uniforme. Voilà, donc je vois pas pourquoi vous me racontez cette histoire qui est totalement Non, mais je m'en fous, mais moi, ma voiture, j'en ai besoin, je travaille avec. Ma voiture, normalement, elle a tous les papiers, elle a carte grise. L'assurance, je vais me débrouiller avec eux. Demain matin, elle va être assurée, monsieur. Oui, mais demain matin, l'assurance. Mais pour l'instant, j'ai tous les papiers à la maison. Vous allez la chercher. Oui, je vais vous donner l'assurance jusqu'à maintenant et l'assurance d'après. Au moins, vous ne direz pas que je suis menteuse. Et donc, Pour éviter d'envenimer ce genre de situation, la commissaire alterne entre écoute et fermeté. Non, la clé, si c'est moi qui l'ai, la clé, c'est pas vous qui décidez, madame. À Marseille, Pas du tout. la commissaire doit pratiquer quotidiennement cet art de la désescalade verbale. Bonsoir. Mais certaines situations sont plus difficiles à gérer que d'autres. Notamment quand les personnes sont fortement alcoolisées. Arrêtez la musique. Arrête la musique. Arrêtez la musique, madame. Une pièce d'identité. Vive la France. Une pièce d'identité, s'il vous plaît. Voilà. On va refaire dans l'autre sens. Piècesidentité.com. Une pièce d'identité, madame. On était en train d'écouter du Gilbert Montagnier, d'un coup, voilà, on est good vibe et tout, et d'un coup il y a la police. On n'a rien fait de mal. Vraiment quoi. Pourquoi? Finalement, ils ne faisaient pas grand-chose, ils étaient assis à une table. Mais ils entendaient écouter de la musique, il est quand même 3 h du matin, et c'est sous les fenêtres des gens qui ne peuvent plus, même pas repartir travailler le matin parce qu'ils n'ont pas dormi de la nuit. On est aussi là pour préserver la tranquillité des personnes. Depuis le déconfinement, cette place d'un quartier branché de Marseille est devenue le repère des couche-tard. Putain! Les gens qui dorment, madame. Eh bien, qui dorment! Et moi, je suis debout! Les riverains de cette place ont monté un collectif contre les nuisances sonores. Pardon, verbalisation à la maison. Vous pouvez quitter les lieux. Pour tapage nocturne et ivresse sur la voie publique, les fêtards devront s'acquitter de 2 amendes de 135 € chacune. Pardon madame, vous avez dit tapage nocturne? Vous êtes en infraction. Il est interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique. Vous êtes... consommer, je ne vais pas consommer. Oui. Vous êtes complètement... Venez voir, prouvez-le. Vous êtes... Vous m'avez vu boire? Est-ce que vous m'avez vu boire? Vous avez menti. Vous êtes complètement ivre. Vous avez menti. L'homme ne décolère pas et se montre de plus en plus menaçant. Laurent, vous avez une GoPro? Il est finalement emmené en garde à vue pour éviter les dérapages des policiers qui pourraient perdre leur sang-froid ou prévenir les accusations de bavure. Désormais, toutes les interventions délicates sont filmées. « 5h30 du matin, la commissaire rentre au poste. Comment ça va? Elle y restera 1h30 de plus. Mais vous êtes bien matinale. Le temps de taper ses rapports d'intervention et de passer le relais à ses collègues. Bonne route alors. Ciao. Béatrice Fontaine ne reviendra au commissariat qu'au coucher du soleil, à 19 h. Derrière les lumières du Vieux-Port, Marseille est la grande ville la plus pauvre de France. La commissaire y est régulièrement confrontée au drame de la précarité. Un enfant de 15 ans a été transporté, donc son fils, à la Timone. Et l'incendie maîtrisé à 18h48. Okay. Une dame vient de mourir dans l'incendie de son appartement. On se rejoint sur place, ça va. La commissaire C'est bon, on a tout? Doit comprendre s'il s'agit d'un accident ou d'un homicide. Elle est morte à cause des flammes ou de la fumée? Intoxication. La porte était fermée quand vous rentrez? La porte était fermée, oui. L'appartement, c'est lequel? Au 2e étage. Ah, et comment ça s'est qu'elle est là? Elle est descendue, d'accord, complètement jusqu'ici. Ici aussi. Pour tenter de réanimer cette dame de 34 ans, d'origine comorienne, les pompiers l'ont descendue au rez-de-chaussée. Mais ils n'ont rien pu faire. Ah oui, ça n'a pas vraiment brûlé, ça s'est consumé, quoi. Ouais. À l'étage, la commissaire découvre les lieux du drame. Un appartement de 70 mètres carrés, insalubre, infesté d'araignées et de cafards. Je vois qu'il n'y a pas de détecteur de fumée déjà. Il ne semble pas. Ça, par contre, il faut le noter qu'il n'y a pas de détecteur de fumée parce que le propriétaire est obligé d'installer un détecteur de fumée. Les fumées se seraient propagées depuis la cuisine. Plus précisément, depuis ce réchaud artisanal.
la bouteille de gaz alimentait le système. Et ensuite, ça devait y avoir de l'eau à l'intérieur qui devait chauffer. Alors, il est possible qu'il n'y ait plus d'eau et qu'à ce moment-là, le système de plastique là, qui était autour ait dégagé de la fumée. Il faut que je vois. Ça a l'air d'être ça. Le frère de la victime, prévenu de l'incendie par un voisin, est arrivé sur place avant les pompiers. Auprès de lui, la commissaire veut confirmer son hypothèse. Il y avait la fumée partout et c'était le gaz. Il y avait du plastique tout autour de la marmite, là, c'est normal? Oui. Oui. Pour la, quoi dire, la vapeur. Oui, ça part par bain-marie, c'est ça? Voilà, c'est un bain-marie. D'accord, mais le plastique, voilà. Donc c'est vous qui, quand vous rentrez, vous coupez il n'y a plus de flamme, on est d'accord? Il n'y a pas de flamme? Il n'y a pas de flamme, mais il y avait la fumée et l'odeur. Et c'est vous qui coupez la bouteille de gaz? Voilà. Par contre, cette espèce de thermostat qui rentre dans le corps, après de chauffe, là, il est immobile, hein, c'est-à-dire qu'il est mal serré. Voilà, donc une fuite pour venir d'ici, par exemple, entre autres de gaz. Et le gaz et la pâte. Quand l'homme est entré dans l'appartement, le petit, il était dedans. son neveu dormait dans la chambre, porte fermée. Il était encore conscient. Voilà. Je l'ai amené direct en bas. Tout laisse à penser que c'est accidentel, mais souvent les incendies comme ça avec un L'appartement sera placé sous scellé en attendant la fin de l'enquête. La commissaire doit maintenant s'assurer que l'adolescent qui vivait seul avec sa maman sera bien pris en charge par la famille. J'ai discuté avec l'oncle, il me dit qu'il n'y avait pas de souci pour prendre. Ils sont plusieurs frères et sœurs ici, hein, donc ils pourront prendre le minot à la sortie de l'hôpital sans souci. Bon. Moi, une fois que le père, par contre, il n'a pas les coordonnées. Ah non, du père. Le père, ils sont mauvais en mauvais terme. Ils savent même pas où il est. Ah oui. Ouais. En plus des urgences et des flagrants délits, depuis quelques mois, une nouvelle activité donne un surplus de travail à Béatrice Fontaine. Le ministère de l'Intérieur lui impose de réaliser chaque soir des contrôles inopinés de passe sanitaire dans les restaurants et les bars. Bonsoir. En termes de vaccination, la cité phocéenne fait figure de mauvais élève. Votre passe sanitaire? Vous n'avez pas de passe, hein? Vous n'avez pas de passe sanitaire non plus? Dans cet arrondissement du nord de la ville, moins de 50% des habitants seraient vaccinés. La moyenne nationale est à plus de 80%. Mettez-le en grand. Pas de vaccin non plus pour cet homme qui ne porte pas de masque. Il a bien fait un test Covid, mais il n'est plus valable. C'est 72 heures, non? Normalement, c'est 24 heures. Votre voiture, on vous a volé? Celui-ci a un pass sanitaire, mais pas de pièce d'identité pour confirmer que c'est bien le sien. J'ai vraiment pas aucun document d'identité. Et vous pouvez pas vous en faire envoyer sur le téléphone? Oui, ben voilà. Là. Voilà, mais ça va pas lui faire plaisir que je vais lui dire que... oui. Je suis au commissariat, regardez les messages qu'elle m'a envoyés, j'ai pas répondu en plus. Et là, je me lui dis, elle va me défoncer. S'il te plaît, Malgré la tchatche marseillaise, la commissaire est intransigeante. En France, plus de 200 000 faux passes sanitaires seraient en circulation. La carte grise, sans sans rien. Dans 5 minutes, je regarde ça, je rentre demain le travail. Eh ben, 5 minutes. Je vais massacrer la soirée. En 5 minutes, je vais rentrer ici, bombarder, bombarder. Mais alors, vous savez quoi? Rentrer sonner à la maison. Vous savez quoi? Il fallait y penser avant. Sans pouvoir justifier de son identité, l'homme sera verbalisé, 135 €. Il y a le ballon d'or, madame. Il y a le ballon d'or? Alors... Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est vraiment terrasse. Vous contrôlez bien les passes sanitaires? Pour le gérant du bar, qui a laissé entrer des clients sans passe sanitaire, l'amende sera bien plus salée. Madame, il y en a qui rentrent, qui sortent. J'en contrôle quelques-uns, mais des fois, j'arrive pas à contrôler. J'ai plus l'âge de me battre. La vérité, c'est fini tout ça. Alors, je fais la réflexion, il ne veut pas en entendre. Comment vous les comptez? Montrez-moi comment vous les contrôlez, les passes. Avec le téléphone. Alors, montrez-moi. Je scanne comme ça. Et j'arrive pas. Monsieur, vous risquez pas de contrôler aucun passe sanitaire? Vous n'avez pas la bonne application? Non, mais ça veut dire que vous contrôlez jamais personne. Ça m'arrive de contrôler. Mais comment vous les contrôlez? Vous savez pas comment ça marche? Oui, mais
Il me l'avait montré. Vous allez me sanctionner sur quoi là? Le non-respect de l'interdiction de fumer dans un ERP et l'absence de contrôle des passes sanitaires. C'est moi qui va payer tout ça. Ah ben oui, puisque vous ne l'avez pas contrôlé, c'est pas quelqu'un d'autre qui devait le contrôler. Eh oui. Pour la première fois, regarde moi. Vous l'avez? Le gérant écope d'une amende de 1 500 € et d'une mise en demeure. Il risque une fermeture administrative de 15 jours. Si on revient, mettez-vous en règle, sérieusement, voilà. Mettez-vous en règle, sinon ça peut mettre en péril votre établissement. C'est rare maintenant, parce que c'est vraiment rentré dans les habitudes, c'est encore rare d'avoir un établissement qui ne contrôle pas comme ça. Donc voilà, la prochaine fois on va revenir. Vous verrez que ce sera tout nickel. Eh bien nickel, c'est le but. Ça je vous dis franchement. C'est le but. Une fois, mais pas deux. Je vous dis la vérité. C'est le but. Non, mais franchement, je vous le dis. Bon. C'est moi-même qui vous le dis. Parfait. Bon, Tristan, je vais arriver entière. Pas, madame, je suis prudent. De toute façon, si vous allez trop vite, je vous supprime le giron. Pour cette commissaire, punition. Il y a des interventions qui touchent plus particulièrement. Alors que les contrôles de passe sanitaire s'enchaînent à la sortie des bars, une jeune femme en pleurs se présente aux policiers. Là? Ouais. C'est pas possible. Ça s'est passé où? Apparemment là. Il est comment physiquement? Il a des lunettes un peu de soleil, grand, petit. Il est 1m78, je dirais. Elle dit avoir été frappée par son conjoint. Il m'a déjà frappé une fois ou deux et là c'est la première fois qu'il fait autant. Ben, vous êtes bien ouvert là. Bien ouvert quand même, non? Faites voir. Je suis pas médecin, mais... Ça saigne encore ou ça? Bon, ben, c'est un peu... Vous en avez plein les mains? Oh là là, il n'y a que là, enfin il n'y a que là, c'est déjà pas mal. Hein. Je crois le front, il m'a fait mal au front. Ah mais oui, mon Dieu, vous êtes ouvert au niveau du front avec une belle bosse. Venez, on va se mettre au chaud, on va discuter calmement, tranquille. Pendant que la commissaire prend en charge la victime, une équipe de policiers part tout de suite à la recherche du conjoint. Selon la jeune femme, il serait en train de rentrer chez lui, à pied. Alors, dites-moi, vous étiez où avec lui? En fait, je l'ai rejoint en boîte et en fait, il a trop bu. Ouais. Il a perdu son ticket de vestiaire. Ouais. Donc, il n'a pas sa sacoche avec ses clés. Il a commencé à dire de toute façon, t'es qu'une grosse pute et machin. Bon, bref, il m'a insulté tous les noms. Ouais. Et c'est très romantique, hein? Non, mais j'avoue, je sais même plus comment ça en est venu comme ça. Il m'a frappé, il m'a mis des baffes dans la tête. Ouais, même là, j'ai peur qu'il me voie, en fait. Je sais même pas où mais il va se venger. Il va se venger de quoi? C'est lui qui doit avoir peur, je crois, voilà, honnêtement. Il faut changer la peur de camp. Non, c'est pas possible. Vous avez encore envie de voir un mec qui est violent comme ça? Oui, vous avez vu dans quel état il vous a mis? Quand il est agent, tout va bien, en fait. C'est ça qui est triste. C'est souvent le cas. Bah oui, mais je suis amoureuse. Là, il faut que vous gonfliez le torse. C'est vous la victime. C'est lui l'auteur. C'est lui qui commet une infraction pénale. C'est un délit. C'est punissable de prison. Vous dites que vous l'aimez, est-ce que lui, il vous aime? Pour vous faire ça, honnêtement. Est-ce qu'on fait ça à les personnes qu'on aime? Non. Vous avez deux hommes à côté de vous. Moi, j'ai été mariée, j'ai des enfants garçons, j'ai mis... Ma pute, voilà ce qu'il me dit. La pute? Moi-même, elle m'a dit ça. Vous savez, la base dans un couple, c'est le respect. Hein. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de couple. Hein. Il y a juste un qui va soumettre l'autre. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de vous soumettre, petit à petit. À tout de suite. Pour s'assurer que la victime porte plainte, Béatrice Fontaine l'accompagne jusqu'au commissariat. 82% des femmes victimes de violences conjugales se rétractent. Quelques minutes plus tard, dans les rues du centre-ville de Marseille, le signalement du conjoint violent est diffusé à la radio des policiers. Il mesure 1m78, vêtu d'un slip blanc. Et au même moment, sur le trottoir de gauche, les policiers, équipés de notre caméra portative, le repèrent. Vous retrouvez? Tournez-vous s'il vous plaît. J'ai quelque chose en jeu sur vous? Non. Mettez vos mains là. Si vous avez, je suis gentil. Voilà, mettez une main dans le dos. L'homme est fortement alcoolisé. Il se passe quoi là? Je vais vous expliquer, monsieur. Ouais, bien joué. Mettez la deuxième main. Il n'y a pas eu un souci avec votre petite amie? Non. Non, du tout? Alors, les lunettes? J'ai rien fait de mal, monsieur. D'accord. Et il se passe quoi là? J'ai pas compris. Votre suite, il est ensanglanté, monsieur. Monsieur, pourquoi il y a du sang sur votre suite?
Je frappe personne, monsieur. Allez. Mais qu'est-ce que j'ai fait, monsieur? On va vous expliquer, on va faire des vérifs au commissariat. On va faire des vérifs au commissariat, monsieur. Après vérification, il a déjà fait l'objet d'une plainte pour violence conjugale déposée par son ex-compagne. Avant même d'être placé en garde à vue, il nie les faits. Chef, jamais je touche une femme. J'ai une petite sœur. J'ai une petite sœur, chef. Monsieur, je veux bien. Si je suis violent avec ma femme, je veux bien. Ou alors je suis un bâtard avec ma femme, je veux bien. Mais monsieur, c'est ridicule dans le sens où je suis le premier à protéger ma femme. C'est ridicule, frère. Pour aller voir le médecin légiste. La victime arrive elle aussi au commissariat, terrorisée à l'idée de le croiser. Et puis après, lui, il va s'expliquer. Hein, il est là? Il est par là, mais vous n'allez pas le voir. Non, vous n'allez pas le voir, il ne faut pas y être. On va voir localement, de toute façon, on passe par un autre biais. Venez là, venez. On va passer par là. Allez, asseyez-vous là. Qu'est-ce qui vous met dans cet état? Hein? Qu'est-ce que c'est? J'ai pas envie de détruire sa vie non plus. Mais je ne détruis pas sa vie. Oui, bah c'est sûr, il est très gentil. Alors là, je le vois là vraiment sensationnel. Hein, vraiment une gentillesse, d'un romantisme et de la gentillesse assez rare quand même. Hein, vu dans quel état vous êtes, la question n'est pas de détruire sa vie. Je sais même pas s'il se rend compte de ce qu'il m'a fait. Mais le but, c'est ce qu'ils s'en rendent compte. Par expérience, la commissaire sait à quel point les violences conjugales peuvent isoler les victimes. Vous avez votre mère. Ouais, mais une maman, ça peut tout entendre. Une sœur aussi. Vous pouvez la raconter ce qui s'est. Pourquoi? Parce que vous avez honte. C'est pas à vous d'avoir honte. Hein. Non, mais oui, j'ai honte parce que ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu as fait avec un mec comme ça? Je peux pas assumer ça en fait, je peux pas. Finalement, la jeune femme décide de porter plainte. À l'issue de sa garde à vue, l'homme est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'approcher la victime. Il sera jugé ultérieurement devant le tribunal correctionnel. La commissaire, elle, enchaînera une 3e nuit de travail avant 3 jours de repos. Julien a 18 ans. Il fait des études pour devenir routier. Dylan, même âge, sans emploi. Réputés pour leurs acrobaties sur les réseaux sociaux, ils ont accepté notre caméra dans un de leurs rodéos hebdomadaires. Sans casque, sans permis, juste une cagoule pour tenter de déjouer les caméras de surveillance. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'aime trop, quand je fais ça, je sais pas, je suis dans un autre. Ils appellent ça le cross-bitume. Une semaine plus tôt, un jeune Marseillais de 19 ans est mort en percutant un poteau. Pour la justice, lui aussi était en plein rodéo. Là, t'as pas peur vu que vous êtes tombé? Non, c'est relevé, on repart. Vous avez pas peur de rentrer dans quelqu'un? Ah ouais, on le sait, mais on essaie de faire attention. Au feu rouge, on s'arrête. Après, voilà. Pourtant, dès le carrefour suivant, les feux rouges sont oubliés. Comme toutes les autres règles du code de la route.
Depuis 2018, le rodéo est un délit. Julien et Dylan risquent jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Les deux jeunes sont des habitués. Cela fait 3 ans qu'ils passent leurs étés à parcourir Marseille en motocross. Ils ont déjà chuté, mais aucune blessure ne semble leur faire prendre conscience du danger. J'ai glissé, je me suis fait ça, mais c'est rien, c'est vite fait. Et ouais, c'est le métier qui rentre. C'est rien, une petite douche, c'est bon, ça cicatrise. Il y a déjà des cicatrices là. Mais... On remonte direct sur la moto. On remonte direct sur les fesses aussi. Et il y en a eu plein déjà, on a l'habitude, on est habitué. La moto aussi, elle a pris une chute. T'as pas peur de mourir sur la route, sur un... Non, c'est ma passion et j'adore. Et rien pourra me faire arrêter. Tout ce qui compte, c'est la notoriété sur les réseaux sociaux. Voilà, elle est là, direct en story pour montrer aux gens qui me suivent un peu. C'est un phénomène aussi sur les réseaux sociaux de faire ça. Et ouais, après tu peux vite percer et essayer de faire quelque chose, malgré que c'est mal vu. C'est le cas de Julien. Repéré par des rappeurs marseillais, il a participé à plusieurs clips. Tu le rouge, je le fume, c'est la pure, de la pure, c'est la frappe. De courtes apparitions qui l'ont mené jusqu'à la consécration. Une apparition au concert de la star du rap Jul au stade Vélodrome, devant 60 000 personnes. Un rêve qui ne lui rapporte pour l'instant pas d'argent. Julien, le futur chauffeur routier, vit chez ses parents dans une cité du nord de Marseille. Il va mettre ta voix. Aujourd'hui, il montre à sa mère Sandra l'un des derniers clips dans lequel il a joué. Ah, mon fils. Pour l'occasion, elle a invité nièces et neveux, passionnés de sport mécanique eux aussi. Toute la famille. Du plus grand au plus petit. De la plus vieille. Ça vient d'où cette passion? On va dire du papa, parce que le papa avait une moto. Du grand-père. Après, mon frère en faisait avec ses amis. Et petits, ils ont commencé à avoir la même passion. Mais devant ces images, cette mère au foyer hésite. Émue de le voir sous les projecteurs. C'est une fierté, c'est bien. Mais inquiète lorsqu'il sort sa motocross sur la route. Ils font du cross au milieu de tout le monde. C'est dangereux quand même. Hein, quand on voit ça, c'est dangereux. Vous, ça vous fait peur? Oui. Ah oui. Mon cœur, il s'arrête. Ouais. Elle a raison, c'est normal. Et sur la route, j'ai jamais eu d'accident encore. Donc, ouais, j'ai pas encore. Non, mais c'est pour qui, ça. Malgré tous ses efforts, Sandra n'arrive pas à raisonner son fils. Elle aussi est dépassée par un phénomène qui, cet été, a provoqué une impressionnante série d'accidents. En plus du jeune Marseillais décédé il y a 11 jours, un Rennais de 19 ans a perdu la vie sur ce parking en juin, percuté par son meilleur ami. À Pontoise, il y a 3 semaines, 2 enfants sont gravement blessés, renversés par un motard alors qu'ils jouaient en bas de leur immeuble. Jambes fracturées pour le garçon de 11 ans. 1 semaine de coma pour la fillette de 7 ans. Une série noire qui a contraint la police à montrer les muscles. Depuis 2 semaines, chaque commissariat doit mener 3 opérations anti-rodéo par jour. À Pontoise, la mère de Kenya, la fillette renversée, était à quelques mètres au moment du drame. J'ai entendu boum comme ça. Il fonçait sur les enfants et Kenya, il parle comme ça et l'autre partit comme ça. Et du coup, je vois, ils étaient longés par terre. Et puis, sans bouger, j'ai commencé à crier au secours, au secours, au secours, aidez-moi, aidez-moi. Parce que pour moi, je pensais qu'elle était morte. J'ai pas envie de retourner là-bas parce que ça va être un cauchemar. Et à chaque fois, ça passe dans ma tête. Je ne peux pas vivre ce genre de choses comme ça. Non, ça va être dur pour moi. Je ne peux pas. Il faut que je parte de là. Non, il faut que je parte.
Kenya est sortie de l'hôpital. Sa mère a trouvé une solution pour se reloger. Après avoir fui, le chauffard de 18 ans s'est finalement rendu au commissariat de la ville. Il a été placé en détention provisoire. Pour l'avocat de la famille, l'accident était prévisible. Il a récolté de nombreuses vidéos tournées avant l'accident pour prouver que le phénomène ne date pas d'hier. Voilà, ça c'est une vidéo dans le quartier de Marcouville, là où réside ma cliente. C'est un cortège de motos, une dizaine de motos, une douzaine de motos là, qui passent, qui font un bruit assourdissant, pourrissent la vie des riverains. Un autre rodéo aurait lui aussi pu virer au drame. Sa cliente a décidé de porter plainte contre l'État pour inaction. La meilleure preuve qu'il y avait vraiment une inaction, une impuissance, même une démission de l'État, c'est qu'à la suite donc, de la prise de parole de ma cliente et de moi-même, on a constaté quoi? On a constaté à Marcouville une présence policière renforcée. Ça a permis d'éviter de nouveaux rodéos urbains. Je sais qu'il y a eu des hélicoptères qui ont survolé les zones dans le Val d'Oise. Et toutes ces mesures-là qui auraient été utiles pour prévenir ce drame n'ont pas été mises en œuvre avant l'accident. Dans le nord de la France, la police du Havre n'a pas attendu les accidents de cet été pour s'attaquer à ce fléau. De mai à septembre, la pleine saison des rodéos, une vingtaine d'hommes est mobilisée chaque week-end. Suivi Edouard Vaillant pour Criouville, un scooter avec un collègue derrière. Ouais, c'est un petit fait monter par deux individus non pesqués. Ouais, c'est reçu, on se rapproche, donc TX210 Alpha, vous vous rapprochez, ainsi que l'équipage BAC. Le commissaire Longuet dirige la mission du jour. Après, on se rapproche. Traceur à droite et à gauche. Une des 6 patrouilles engagées vient de repérer un probable rodéo. La course-poursuite est interdite, trop dangereuse. Ils viennent de lâcher le scout. Les deux individus, dont un pied nu, a pris la fuite en direction de Camélina. On interpelle, on ne se pose pas de questions. Patrick Longuet connaît parfaitement le phénomène. Avant d'arriver au Havre l'an dernier, il a passé 2 ans dans les quartiers nord de Marseille, où l'été, les rodéos sont quasi quotidiens. Qui passe. Et un des spots, c'est cette rue-là. Ils adorent, vous allez vous comprendre pourquoi, rouler sur les rames du tramway parce qu'il y a de l'herbe. Voilà, ça commence là l'histoire. Le sentiment d'appartenance au quartier est très fort. Et ils jouent sur leur terrain, en fait. Nous rappelons inconsciemment ou consciemment, il faut voir, que, en gros, c'est leur territoire. Ce qui n'est non pas le cas, puisque ça reste d'avant tout le territoire de la République. Un autre équipage vient d'apercevoir le suspect entrer dans l'immeuble d'une cité voisine. Les policiers ont fouillé les appartements un à un. Bonjour. Il est rentré chez un mec comme ça. Et ils sont enfermés chez un mec qui était planqué dans un placard. Dans un placard. Il a mis droite au collègue. Non, mon pas. Le passager ne sera pas retrouvé. Chaussette blanche, ouais, c'est lui. Le scooter, récupéré quelques rues plus loin. Allez, tu te mets au milieu. Le scooter ressort volé depuis quelques heures. Donc ils l'ont volé en ville basse et ils font sur l'extension, ils font des coins avec sur la ville haute. Des 2 roues de rodéo, le commissaire en saisit plusieurs par semaine. Ben voilà. Ça ira mieux que le traîner. Dans la descente, ça va être costaud. Celui-ci n'est pas volé. Il a été abandonné par son conducteur. Posez-le là parce qu'on n'a pas la suite. Donc on peut supposer que le propriétaire, en lâchant le scooter, a arraché la plaque, espérant qu'on ne remonterait pas dessus, sur lui. Bon, ça va pas être compliqué, le numéro de série, il n'y aura pas de difficulté, mais on n'a pas affaire qu'à des intellectuels. Donc voilà. Dans les sous-sols du commissariat, une quarantaine d'autres véhicules saisis depuis le mois de mai. Il y a 15 jours, on fait 3 quads. Celui-ci en plein centre-ville et ces 2-là dans un quartier du Havre. Ça, c'est dimanche dernier. La plupart de ces motocross ne sont pas homologués pour rouler sur la route. Si l'infraction est caractérisée, le juge ordonnera leur destruction. Le cauchemar des motards. Elles valent très cher, ça peut monter à 8 000 € une moto comme celle-ci. Donc quand ils savent qu'elle va finir en petits morceaux, ça les énerve. Mais c'est la meilleure peine à leur infliger. Et au moins, c'est une moto qu'on ne reverra plus sur la voie publique. Puisqu'elle sera détruite. Exactement, parce qu'en plus, dès le départ, elle n'a rien à y faire.
Au Havre, depuis 2018, une cellule spéciale de 4 agents est chargée de retrouver les auteurs de rodéo. Karine Levieux dirige cette unité. Grâce au numéro de série du scooter blanc abandonné la veille, elle a identifié son propriétaire. Police? Y a quelqu'un? Karine le connaît bien. Rodéo urbain, mais aussi vol et trafic de stupéfiants. Les policiers retrouvent l'homme, caché dans son placard. Mais l'affaire va se compliquer. C'est qui toi? Le suspect a un frère jumeau, lui aussi, délinquant multirécidiviste. Parce que je comprends pas, si c'est pas toi, pourquoi il y a la pièce d'identité de Nalon ici, si Nalon il n'habite pas là. Ils sont 2 frères jumeaux et ils jouent sans arrêt sur les prénoms de l'un de l'autre. Mais vraiment très jumeaux. Du coup, on est obligé à chaque fois de vérifier avec les empreintes pour savoir lequel va être Nalon. Et il y a 1 mois et demi, c'est déjà fait. On pensait interpeller Nalon. Et c'était un mot qui s'était fait passer pour Nalon. Après vérification, il n'a cette fois pas menti sur son identité. Quelques heures plus tard, son frère, le propriétaire du véhicule et auteur présumé du rodéo, se rend à la police. Donc j'ai demandé une signature électronique, il faut venir par ici. Avec la souris, vous cliquez à gauche, et dans le cadre, parfait. Il est placé en garde à vue et sera convoqué devant la justice en juin 2023. C'est la 2e fois de l'été. C'est loin, là ça va être dans 1 an, pour eux c'est pas tout de suite et ils ont l'impression qu'on les a pas punis par rapport à ce qu'ils ont fait, quoi. Donc ça, c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer, ouais. Et à leur faire prendre conscience, eux, du mal qu'ils ont fait, quoi. Tout est signé. Pour leur faire réaliser la dangerosité de leur comportement, certains cherchent des alternatives à la réponse judiciaire. Bien piloté sans stress, il y aura pas de gyrophare des stress, ni de voiture accidentée, en feu de détresse. Viens, apprends, amuse-toi et décompresse. Soussou, qu'est-ce que t'en as pensé du séjour? Mada est éducateur. Avec son association, il fait découvrir aux jeunes de la banlieue lyonnaise le vrai motocross, pas celui de la rue. Ils ont grandi avec cette unique et seule référence. Le cross bitume, pour eux, ils voient une motocross passer devant eux. Pour eux, c'est normal. Sauf que nous, on leur apprend à travers une initiative, un projet, que c'est pas normal, que la motocross n'a rien à faire ici. Aujourd'hui, ils sont 8, entre 14 et 17 ans. Parmi eux, Soso pratique le cross bitume depuis 4 ans. Tu te poses la question justement de la police, la saisie des motos, ça fait mal. Tu t'as beaucoup de sous pour acheter une moto, tu t'as fait saisir, tu peux aller en prison pour le cross bitume. Dans ce club, des moniteurs vont leur apprendre les règles de sécurité de base. Est-ce que vous maîtrisez bien l'embrayage? Est-ce que vous pensez bien le maîtriser? Est-ce que vous le maîtrisez bien? C'est 2 choses différentes. Gants, casque, lunettes, genouillères, c'est important. Ils ont toujours les bons réflexes? Non, pas toujours. Généralement, la première fois qu'ils viennent, les casques, etc., ils savent leur taille, mais par contre, ils savent pas les attacher. Si tu leur demandes comment attacher un casque, pour la plupart, ceux qui n'ont pas l'habitude, ils ont un petit peu de mal. Bien, tu vas doucement. Et c'est parti. De la vitesse, des sauts et beaucoup de poussière. Pendant 1h30, de nouvelles sensations pour essayer de faire oublier celles du quartier. Ils étaient comme ça dans les virages. Hein, je sais faire des bavettes, des roues arrière, ça sert à rien. Un truc de fou, je fais des sauts, des bosses, j'ai excité, j'ai envie d'en refaire. Et tu voudrais arrêter un jour le cross bitume pour juste la motocross? Je pense pas. Le chemin est encore long. Depuis le début de l'année, plus de 1400 rodéos ont été signalés. 16% de plus que l'an dernier. Il est dans la lime là? Allez, c'est bon, on y va. Je vais passer par là. On va aller au plus simple. Ce groupe de policiers intervient dans une épicerie, placée sous surveillance depuis une semaine. Allez. Priorité cheveux gris, les clés. Leur cible, contrôle de police. Vous avez rien sur vous, monsieur? cet homme d'une 60aine d'années. Retournez-vous, s'il vous plaît.
aperçu à plusieurs reprises, apportant des cartons de cigarettes. Les papiers? Oui. Des cigarettes de contrebande, à peine dissimulées dans le magasin. En quelques minutes, les policiers mettent la main sur une première partie du stock. Ce ne sont pas des contrefaçons, mais de vraies cigarettes fabriquées à l'étranger et importées illégalement. Et 4, 8 et 2, 10, ça fait une cartouche. 9 et 4 paquets, en fait. Leur vente est totalement interdite en France. Là, on retrouve vraiment des cigarettes un petit peu de toutes les marques, là. Hein. Les clients ont le choix, là. Presque comme dans un vrai bureau de tabac, finalement. Ah bah oui, là, c'était... finalement, c'était un tabac illégal, mais c'était un tabac, hein, au final. Hein. Là, ils faisaient plus leur chiffre d'affaires avec les cigarettes qu'en vendant du coca. Hein. Un tabac clandestin, car seuls les buralistes, quelques restaurateurs et les stations-service sont autorisés à vendre des cigarettes. Ici, le paquet était vendu 6 € contre 9 en moyenne dans le réseau légal. Un énorme business dont les bénéfices échappent à l'État, car les taxes représentent plus de 80% du prix d'un paquet. Vous ne travaillez pas ici, mais on a des éléments qui nous prouvent le contraire. Donc vous êtes passé en garde à vue pour ça, est-ce qu'on prévient quelqu'un de votre famille? Guidés par le suspect, les agents vont contrôler dans la même rue 3 autres lieux de stockage appartenant à l'épicerie. Un garage et 2 appartements. Il n'y a personne dedans? Il n'y a personne? Non. Ici, voilà. Alors, pour l'instant, je encore plus de cigarettes sont découvertes. 4, 10, 11... Toujours de marques différentes 14... et d'origines variées, surtout d'Espagne et du Maghreb. Les Gaulois, il y en a 1, 2, 3... Une belle prise. Au total, près de 70 cartouches de cigarettes. Une vingtaine de cartouches de tabac à chicha sont retrouvées, pour une valeur à la revente estimée à près de 5 000 €. La gérante de l'épicerie et sa nièce, qui travaille ici comme vendeuse, sont elles aussi interpellées. Mademoiselle, venez avec nous. Je veux fumer ma cigarette avant la garde à vue, s'il vous plaît. Ouais. Je peux fumer ma cigarette avant la garde à vue. On parle avec Restez là, restez là. Bon, je reste là, je parle. Je reste, voilà, vous restez là. Vas-y, reste là, je reste avec eux 2 mois. Samy, l'un des policiers équipés d'une caméra, va essayer d'en savoir plus sur leur petit business. C'est vous la patronne? La gérante? Je vous dis... Mais c'est pas un paquet, c'est du zine ici, c'est un bureau. Je vous le dis, franchement, mademoiselle. Madame, je vous promets, c'est un bureau tabac ici. Vous savez quoi? Je vous le dis, vous marchez 5 fois mieux que le bureau tabac. Pour recel de tabac illicite, Venez, on se met là, s'il vous plaît, là, mettez-vous là devant. elle risque jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Depuis des mois, la vente de cigarettes de contrebande explose à Marseille. Ici, plus d'une cigarette sur 2 consommée provient de réseaux illicites. Elles arrivent surtout par ferry, transportées par les voyageurs qui viennent des pays du Maghreb. Elles sont ensuite répandues en ville par un vaste réseau de petites mains, des vendeurs à la sauvette, qui les proposent au grand jour. Non, qui a une petite cartouche dans les mains, là. Même dans le centre-ville, ces jeunes tiennent boutique 24 heures sur 24. Et les transactions se font en moins de 10 secondes. Garçon, vous avez des clopes? Ouais. Je veux light Marlboro. Très bien. Acheté 1,20 € au Maghreb, le paquet est revendu 6 € ici, soit près de 5 € de bénéfice. Algérienne? C'est bien. Pénalement, l'acheteur ne risque rien. Ce business lucratif provoque des guerres de territoire souvent réglées à coups de couteau, parfois même sous l'œil des caméras de surveillance. Boum, il arrive là. Ça plante, il va partir par ici. La victime va venir. Une scène devenue presque banale pour les policiers. Ils sont prêts à se planter pour dire c'est moi le plus fort, c'est moi qui travaille ici et toi tu dégages. Voilà, c'est la jungle en fait. Pour mettre de l'ordre dans cette jungle,
Une unité spéciale de la police a été créée en mai dernier, dans les quartiers nord de Marseille. Ah non, mais si on s'éloigne, on va plus capter. Surnommé le groupe Clope. Et après, on se fait par téléphone, on se fait dire 30. Une cellule de 5 policiers, emmenée par Stéphane, brigadier chef. La lutte contre le trafic ouais, on y va. Commence par des heures de surveillance. Ce matin, l'équipe part pour le marché aux puces dans le nord de la ville, un haut lieu de vente de cigarettes de contrebande. Tenue de sport, vêtements sombres, ces policiers essayent de se fondre dans le décor. Nadège, 30 ans, sera aujourd'hui chargée de repérer les vendeurs. Du coup, là, pour infiltrer... Là, le but, c'est que vous implantiez en toute discrétion. À la demande de Stéphane, nous coupons notre caméra. Le temps pour Nadège de prendre position dans ce bâtiment qui surplombe le site. Derrière une vitre sans teint. Encore avec vous quand je suis sur place. Alors tu vois, celui-là en rouge là-bas, lui, il faut pas qu'il nous voie. Bah, il est en train de dire bonjour au vendeur. Et il est censé travailler ici, tu vois. Et on n'est pas à l'abri aussi que ça peut être un petit haut gradé dans leur hiérarchie et qui nous dénonce sur les lieux, tu vois. La présence des policiers n'est plus un secret. Avant, les vendeurs gardaient sur eux des sacs entiers de cigarettes. Aujourd'hui, ils prennent leurs précautions et n'ont que quelques paquets à la main. Cet homme en bleu se ravitaille auprès d'un complice, vente après vente. Et ensuite, avec lui... Là, j'aimerais bien voir un rechargement, tu vois. On veut remonter à celui qui leur livre, quoi. Mais pas de grossistes à l'horizon. Juste des petits vendeurs. Ah, ben voilà, tu vois, il y a des clopes dans les mains. Un trafic qui, dans son organisation, a beaucoup de points communs avec la vente de stupéfiants. Il y a un transac qui va se faire juste sous tes yeux. Les vendeurs, en bas de l'échelle, sont secondés par des guetteurs, encadrés par des responsables qui viennent récupérer le fruit des ventes. Et je lui donne l'argent. Attends. Il y a une livraison où la livraison va se faire, tu vois. Au bout d'une heure de surveillance, Nadège a repéré 3 voitures suspectes. Comptez une vingtaine de vendeurs actifs. C'est assez pour intervenir. Alors là, tu vois, t'as les collègues qui sont en train de traverser. Les policiers en scooter se positionnent. Nadège leur décrit en direct les hommes à interpeller. Bon, ceux de l'entrée, ils sont faciles à choper. Mais là, ils sont en train de vendre, tu vois. Là, je les vois, ils sont en train de faire des transacts. Ah, la sacoche, c'est bon, je la vois mieux. Il a la sacoche blanche au niveau de la bandoulière et rouge. Le suspect a la sacoche et ce jeune homme sur le vélo. Une des cibles prioritaires du groupe. N'oubliez pas de me prévenir quand vous êtes en place. Ça va aller très vite, par contre. Et quelques secondes plus tard, c'est le coup de pied dans la fourmilière. Les vendeurs s'enfuient face aux policiers. Nadège quitte son poste de surveillance pour aller à l'autre bout du marché, là où ses collègues, Brice et Damien, interpellent le jeune homme à la sacoche rouge. Dans la mer. Ouais, c'est bon. Ce vendeur, que nous appellerons Foued, est un petit nouveau dans le trafic. Comme beaucoup, c'est un clandestin venu d'Algérie. Tu les rends combien les cigarettes? Le paquet 3 cartouches. Tu sais que tu vas les récupérer ces cigarettes. Je les récupère où? 50, 40. Ouais, là il a compris, mais il fait 50-40. T'as compris, t'as très bien compris ce qu'on t'a dit. J'ai pas parlé de français bien. Disons. Tu peux le mettre dehors, s'il te plaît, Xenia? Pour dépasser la barrière de la langue, il faudra attendre le commissariat. Ici, à la division Nord, Samy, l'un des 2 arabophones du groupe de policiers, prend le relais pour faire parler Foued.
À une fille dans un taxi qui m'a proposé de lui acheter des cartouches. Oui, elle les vendait. Les cigarettes viennent au marché, nous on est assis, on attend les voitures venues du bled. Quel grossiste? Tout le monde les ramène du bled. Au marché aux puces, comme Foued, tous les revendeurs viennent de Constantine en Algérie. Ce trafic lui permet de gagner en moyenne 1 300 € par mois. C'est la misère là-bas, mon frère. Oui, je savais. Mais croyez-moi, j'avais pas d'autre solution. Je suis mineur, c'est mon seul moyen de survie ici. D'accord. Dans son sac, Il vendait toute la matinée quand même, tu vois. Nadège découvre 3 cartouches de marque américaine. Pas mal. Pour vente à la sauvette, le jeune homme risque jusqu'à 6 mois de prison et une amende de 3 750 €. Il est placé en garde à vue. Quelques heures plus tard. Il est passé où l'OPJ? Ouais. Je vais juste voir où il est. Nadège, qui l'a vu vendre, est convoqué pour une confrontation devant un officier de police judiciaire. Nadège, je t'ai cherché. Je viens de comprendre. Et on a une décision pénale le concernant. Foued affirme être mineur et n'a aucun papier d'identité sur lui. Le procureur a décidé de le libérer. Pas de confrontation. Il va être placé dans un centre pour mineurs isolé. Et lorsqu'il aura la majorité, s'il est encore là, il devra faire face à une éventuelle sanction pénale. Donc demain, on le revoit sur le marché en train de vendre. Des grandes chances. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'OPJ. Voilà, super. Non expulsable, car présumé mineur. Insolvable. Le jeune homme ne sera pas poursuivi pour la revente de cigarettes. C'est décevant, mais on continue quand même. Parce que si on s'arrête à chaque fois à ça, on fait plus rien. Donc, on sait très bien qu'ils ne sont pas mineurs. Donc, après, voilà, c'est la réponse et on s'y fait à la réponse. Mais demain, c'est un autre jour et on recommencera s'il faut. Allez les gars, on part sur l'UX là. Au-delà de la sanction judiciaire, ce que veulent ces policiers, c'est désorganiser le trafic. Et pour cela, il faut constamment harceler les revendeurs. Bon, elle est là, on est parti. Pour Nadège et Stéphane, retour dans le secteur du marché aux puces. Après une surveillance, ils croient tenir une piste intéressante. Là, Ben, de l'autre côté, on est de l'autre côté. Samy et son collègue en scooter pensent avoir repéré une cache de cigarettes. On a vu un mec, bon, vendeur, on l'a vu rentrer dans un petit appart. Fouilleux, à pied. Il est assis sur une terrasse, il a une veste grise, un haut gris, là, assis. Vous par là, vous venez, comme ça, nous on va passer par derrière. Il décide d'intervenir à l'intérieur même de ce fast-food. L'homme à la veste grise est toujours là. Bonjour. Bonjour, ma femme. Tu viens d'où là, l'instant? Il y a 5 minutes, tu viens d'où? Ouais, il y a 5 minutes. C'est quoi ça? Forli. Mais c'est quoi? Ça vient d'où? Travaille dans ça? Tu vends? Le consommateur. Du tabac à chiquer, des billets, premiers indices du trafic. Mais les policiers veulent surtout savoir ce qu'il se passe dans l'immeuble repéré par Samy. La fameuse adresse qui pourrait servir de lieu de stockage. Un bâtiment insalubre, squatté à quelques encablures du marché aux puces. Bonjour, police! Police! Le suspect serait venu ici, sur le palier, 2 portes, dont une cadenassée. Et un homme qu'ils prennent d'abord pour un complice. Vous avez les papiers du logement? Il y a quelqu'un là-haut? Il s'agit en fait d'un voisin. Non, je le connais pas, mais il habite là. En face. Ouais, c'est bon. C'est bon, en face. Qui reconnaît formellement l'homme à la doudoune grise.
Bonjour, police. Des personnes. Le suspect qui n'y habitait dans ce squat doit assister à la perquisition. Lui aussi vient de Constantine, comme les vendeurs du marché aux puces. Regardez, personne dans machin, il y a des sacs. Ici, c'est là où tu vis? À l'intérieur, plusieurs lits. Le petit appartement sert de dortoir. Un paquet de tabac acheté. C'est vendu exclusivement en Algérie. C'est marqué dessus. Au départ, pas grand-chose. Mais très vite. Voilà, il y a. Voilà, ici, là. Et donc c'est camouflé dans une boîte... Voilà, une cocotte minute. 7, 8, 9, 10. Et plus l'autre, ça fait 11. Non, ça fait 10, celle-là. Non, mais plus 5, Au milieu des effets personnels, dans cette chambre décorée de cartes postales du pays et de petits nounours, un objet atypique. C'est bon, les gars? Là, il y a une machette. Et où ça, sous le lit? Ouais, dans un... sous le lit. C'est pas des cigarettes, ça, mais vous prenez quand même? Ouais. On sait jamais. On sait jamais à quoi ça a servi, à quoi ça peut servir. Puis c'est interdit d'en avoir. Ouais, puis c'est interdit. Vu la taille de la lame. Où ça? Ah ben voilà. Et sous l'oreiller? Ouais. C'est quoi? De l'argent. Beaucoup d'argent. L'équivalent de la vente au noir de 26 cartouches. On a combien en tout? 21. 21 billets de 50 et 3 billets de 20. 1310. 1310. 1310 €, hein, prends. C'est pas à toi tout ça? Une grosse somme en liquide, beaucoup de cartouches. L'homme serait un gros vendeur et intéresse les policiers du groupe Clop. Il y a la maîtrise dans le... Donne-la, Stéphane. Où se fournit-il? Est-il alimenté par des grossistes? Pour le savoir, les policiers l'emmènent au commissariat. En route, il admettra qu'il vit bien dans l'appartement perquisitionné. L'homme, en situation irrégulière, est placé en garde à vue. L'argent trouvé sous son matelas et dans son portefeuille, un peu plus de 1 700 €, est saisi par la police judiciaire. La plupart du temps, ça vient de la vente. Surtout des grosses sommes comme ça, ils n'ont pas de papier français, ils n'ont pas d'emploi. Ils ne touchent pas le RSA, ils n'ont pas la CAF, ils n'ont rien. Donc ça me paraît énorme. Pour que ce soit légal, on va dire. Tu n'as plus rien? Hein? Les policiers vont faire une dernière découverte. Tu as pas enlevé les chaussures? Qu'est-ce que c'est? Tu as enlevé les chaussures ou pas? Monsieur, non. Le monsieur a un petit couteau sur lui. Bon, c'est rien. L'autre? C'est pas un gros couteau, mais bon, quand même, avec ça, il peut blesser quelqu'un, voire tuer quelqu'un. Ah, il avait ça? Ouais, c'est bien caché. Non, ça va, stable. Ces interpellations servent aussi aux policiers à recruter certains vendeurs qui deviendront des indiques et les alerteront lors de grosses livraisons. C'est souvent ces petits vendeurs-là qui te permettent de remonter sur des éventuels grossistes ou autres. Après, des fois, on essaie de nouer plus ou moins en contact avec eux pour avoir un peu plus d'informations. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Après quelques heures de garde à vue, l'homme à la doudoune grise sera finalement libéré. Il écopera d'un simple rappel à la loi et d'un signalement à la police des frontières. Si peu d'affaires aboutissent à des procès, la création du groupe Clop a néanmoins permis de porter quelques coups au trafic. Voici la dernière grosse prise. 750 cartouches interceptées pendant une livraison. Jamais la police de Marseille n'avait saisi autant de cigarettes illégales en une seule fois. Et dans les sous-sols du commissariat, le local des saisies déborde. Et oui, parce que là, t'as plus de place. Là. Entre sachets de drogue et armes de guerre, une montagne de sacs remplis de cigarettes. On peut avoir des LM, des légendes, des Marlboro Light. Ça vient d'où tout ça?
Alors ça peut venir des pays de l'Est ou du pays du Maghreb, essentiellement. Hein. Là, on a les Marlboro classiques, sac à dos. Depuis mai dernier, Stéphane et son équipe ont saisi plus de 45 000 paquets. On est bien sur 80 cartouches là-dedans, juste dans ce sac. Dans cette pièce, des dizaines de milliers d'euros de bénéfices potentiels sur le marché noir qui partiront en fumée. Là, on détruit 400 kilos vendus. Soit 1600 cartouches qui seront incinérées dans un lieu maintenu secret par les policiers. En France, ce trafic représente un manque à gagner de 2 milliards d'euros par an pour l'État. Voilà, ça c'est plutôt pays de l'Est. En pistant les vendeurs de cigarettes, le groupe Clop contribue aussi à mettre au jour d'autres magouilles. Le garage, il est là. Et la casse, elle est là. C'est un petit trou là. Pendant une surveillance, Stéphane a repéré un garage automobile clandestin où des vendeurs de cigarettes se ravitaillent. Là, c'est le 43 aussi. Il abriterait d'autres trafics, comme le recel de voitures volées. Ici en face. Et là, il y a une autre porte. Là, on voit que c'est la casse parce qu'il y a les pièces détachées ici. Un garage qu'il s'apprête à perquisitionner. On a convié tout le monde parce que on espère qu'il y aura autre chose. Des clandos, du travail dissimulé, des copeurs ou autre. C'est bon? Allez, c'est parti. Le cortège à l'extérieur. La police aux frontières. Sur 148, on n'oublie pas les confs. Les spécialistes du recel de pièces détachées. 7 équipages et même l'URSSAF sont mobilisés pour cette descente. Stéphane part en tête avec Étienne, commandant de l'opération. Le BST 03 de TK GSP 120, vous me recevez? Voilà, on se met devant le garage, on met pied à terre. Ils sont les premiers à intervenir. Monsieur, bonjour. La police. Venez là, s'il vous plaît. Vous rentrez à l'intérieur, s'il vous plaît. À l'intérieur, des voitures désossées. Pourtant, cet entrepôt n'est pas déclaré comme un garage. Monsieur, bonjour, vous restez ici pour l'instant. Les policiers contrôlent chaque personne. Ils découvriront 4 clandestins et une dizaine d'employés qui travaillent ici au noir. Parmi les pièces détachées, certaines proviennent effectivement de voitures volées. Stéphane et ses hommes, eux, sont là pour les cigarettes. Au premier étage, une enfilade de portes closes. Des bureaux transformés en chambres. Là, vous louez combien? Vous payez combien? Celui-là, payez pas, moi j'ai passager. Des hommes y vivent à plusieurs sur des matelas posés à même le sol. Vous payez pas, vous, ici? Algérien. Algérien, vous avez votre passeport sur vous? Oui. Eux aussi sont employés au noir dans le garage et viennent d'Algérie pour de courtes périodes avant de repartir au pays. Ah ben voilà. Et ils n'arrivent pas en France les mains vides. On va continuer la fouille. L'homme au polo rouge et blanc est le propriétaire de ces sacs. Nadège trouve 6 autres cartouches et des dizaines de paquets de tabac à chiquer. Tu les as achetés où? Non, ça vous paye les vacances. D'accord. Pourquoi tu... le fait d'en vendre un petit peu ici, ça vous paye les vacances. Pourquoi tu les ramènes ici? C'est le mot que je fume, c'est moi. Pourquoi tout ça? C'est tout. Pourquoi si lui, ça c'est pour moi, l'autre c'est pour lui. Non, mais pourquoi ils font ça? C'est mon copain. Vous allez nous suivre au commissariat, monsieur? Hein? Vous allez être entendu dans le cadre de cette affaire pour une détention en vue de la vente de cigarettes de contrebande. Oui, je ne vendrai rien, moi. Quand je vendrai cigarettes. Excusez-moi. Ils sont tous en situation régulière? Non, non, lui, il a un passeport italien. D'accord. Italien, algérien. Une double nationalité qui permet à l'homme au polo de circuler librement entre l'Europe et le Maghreb. Non, ça c'est le lieu de naissance, ça. Il fournirait les vendeurs à la sauvette après chacun de ces allers-retours. Et c'est toute la difficulté de la lutte contre ce trafic. Ils sont des milliers comme lui à l'alimenter chaque jour par des petites livraisons. Peut-être vous allez juste avoir un rappel en disant, écoutez, les cigarettes,
des cigarettes de contrefaçon, faut pas en acheter, c'est illégal, machin. Peut-être que ça va être ça. Après, c'est le magistrat qui décide. Si voilà, s'il veut vous mettre une amende, il vous met une amende. C'est lui qui choisit après. Nous, on n'a aucun pouvoir. Placé en garde à vue, l'homme écopera lui aussi d'un simple rappel à la loi. Pour que la lutte contre ce trafic soit plus efficace, ces policiers attendent de nouvelles mesures. Notamment un décret qui devrait bientôt sanctionner les consommateurs de cigarettes de contrebande. Ils risqueront une amende de 150 €. À ce jour, la France est le pays d'Europe le plus touché par ce trafic. Lundi dernier, 5 h du matin, sur le parking d'une zone commerciale. Les hommes du raid se préparent à intervenir. Avec eux, plus de 200 policiers. Direction, la cité de la Castellane. Ils s'apprêtent à démanteler le plus important réseau de stupéfiants de la région marseillaise. Tu peux envoyer, donc on est dans la cité. Cette opération, ils la préparent depuis 8 mois. Ils ont identifié une trentaine de suspects. Ils sont équipés de béliers pour forcer les portes des appartements. Étage, porte numéro 2. Dans cet immeuble, l'une des têtes du réseau. Un homme susceptible d'être armé. Mais leur cible n'est pas là. En revanche, dans un autre immeuble, les renseignements étaient les bons. Outre les chefs, les policiers arrêtent les rabatteurs, les revendeurs, les guetteurs. Au total, 23 personnes sont placées en garde à vue, dont 7 hommes, l'un des chefs présumés du réseau. En revanche, les policiers n'ont pas encore trouvé de drogue. Car les trafiquants la cachent, souvent ailleurs, dans d'autres appartements. Des planques potentielles que les hommes de la PJ vont ouvrir par la force. Souvent, comme celle-ci, elles sont vides. Mais les enquêteurs sont persuadés que la drogue est cachée quelque part dans cette tour. Pour les aider, ils vont faire appel à un allié précieux, Choc, un chien spécialisé dans la détection de la drogue. Avec lui, ils vont fouiller l'immeuble dans ses moindres recoins. Allez, c'est bien ça. C'est bien ça. Cherche. Soudain, Choc se précipite sur une porte. On cherche. Tu vois, le comportement déjà il change. Bon, bah c'est normal. Le chien insiste. Cet appartement ne figurait pas sur la liste des locaux suspects. Il va falloir le contrôler. Il faut plusieurs minutes avant que la porte ne s'ouvre. C'est une femme d'une 50aine d'années qui vit seule avec ses 2 filles. Pour la police, il pourrait s'agir d'une nourrice, une personne en apparence au-dessus de tout soupçon que les trafiquants rémunèrent pour cacher la drogue. Pendant que les policiers perquisitionnent, 2 de leurs collègues qui étaient au bas de l'immeuble se précipitent pour leur transmettre une information importante. Ça a jeté, il y a 2 sacs en bas. 2 sacs qui auraient été jetés depuis cet appartement. Vous avez jeté quelque chose, madame, avant qu'on rentre. La femme nie, mais les policiers sont formels. Ils étaient positionnés au bas de l'immeuble. C'est là que nous les retrouvons. Et les sacs, les voici. À l'intérieur, de l'argent, beaucoup d'argent en petites coupures. Près de 300 000 €. Mais aussi des sachets de résine de cannabis, prêts à être revendus.
Ça a été balancé du haut de la tour. La personne a dû comprendre que peut-être il y avait un risque, donc elle a tout balancé par la fenêtre. L'argent est immédiatement évacué. Ça arrive souvent, ce genre de choses? Oui, c'est pour ça qu'on met des gens en bas, parce qu'en fait, quand on tape aux portes, les gens ils jettent par les fenêtres. Ah oui. Donc il vaut mieux sécuriser l'extérieur. Là, c'est l'argent. Normalement, c'est le chien qui jette. Là, c'est l'argent. Hein? Il faut les envoyer, les chiens, finalement. Oui, ça fait des effets. Au total, ce matin-là, la police judiciaire va ainsi saisir 1 300 000 €, un record. Il y a les produits là. Les produits, mais conditionnés. D'accord. Les conditionnés en sachet. Donc en fait, cet argent représenterait le chiffre d'affaires de 2 semaines, 3 maximum pour le trafic de drogue dans cette cité, soit 50 000 € par jour. Ouais. Par contre, Michel, est-ce que tu penses que ce serait possible qu'il y ait quelques CRS qui viennent, là, vu le pognon qu'on a dans la voiture? Cette affaire est le point de départ d'une opération plus vaste qui vise à neutraliser durablement le trafic dans toute la cité. C'est Fabrice Gardon, à gauche, conseiller du préfet de police, qui coordonne cette opération. Il se fait expliquer par un commissaire de la brigade des stupes la manière dont le trafic est organisé dans la cité. Il y a un mec qui se tient par là, ouais. Hein, et qui là va en détail. D'accord. Donc tu en as un juste en dessous là et voilà. Un là. Voilà, tout à fait. À 30 mètres. C'est le même réseau. Hein. D'accord, ouais, c'est le même réseau là. Donc ça veut dire que si on met les CRS comme ils sont positionnés là ce matin à l'entrée, là ce point-là il est mort. Ah ben ouais, ça peut plus vendre. Donc il faut couvrir là et là-bas. Ouais. Ok, donc sur le plan. Tac, là et là, voilà, ces deux-là. Voilà. Ok, ça marche. À partir de demain, on va déployer 2 compagnies de CRS qui vont avoir pour mission d'asphyxier le trafic, vraiment couper le lien physique acheteur-vendeur. Donc il va falloir que les CRS se positionnent vraiment au plus près des points de vente, être carrément aux endroits même où ça vend pour empêcher la vente. Pour comprendre le fonctionnement du trafic dans cette cité, contrôlée 24 heures sur 24 par les dealers, il a fallu employer les grands moyens. Un hélicoptère. Ces images de la Castellane ont été tournées par les policiers il y a quelques mois. Pour ne pas être repéré, l'appareil vole à 600 mètres d'altitude. La caméra repère au niveau de cette tache rouge un premier homme, ce point noir à droite, un guetteur, un chauffeur dans le jargon des cités. Plus loin, d'autres guetteurs. Comme cet homme, en gris. Cet autre, en noir. Il y en a qui regardent, il y en a un qui se cache. Et 2 autres encore. Les policiers ont dénombré jusqu'à 20 guetteurs en permanence dans cette seule cité. Ils sont payés 80 € par jour. Ici, sous le porche, avec sa petite sacoche, probablement un charbonneur, chargé lui de vendre les produits. Il touche environ 150 € par jour. Ouais, je suis pas sûr qu'il nous ait vu. Au bout d'une quinzaine de minutes, l'hélicoptère est repéré. Si, il nous a vu. Il lève la tête et il se masque le visage, Située au bord de l'autoroute, dans les quartiers nord de Marseille, la Castellane, 7000 habitants, est la cité où a grandi Zinedine Zidane. Elle est devenue un supermarché de la drogue pour toute la région. D'ailleurs, quelques heures à peine après le départ des policiers, lorsqu'on revient à la Castellane, les affaires ont déjà repris. Nous filmons un premier guetteur qui a repris sa place, tranquillement assis sur un tabouret. Et un autre 50 mètres plus loin qui fait un signe en notre direction. Mardi à 13 h, le lendemain de l'opération, comme prévu, 160 CRS prennent possession de la cité. Ils s'installent à chaque entrée et fouillent toutes les voitures. Je vais demander les papiers du véhicule ainsi que votre permis de conduire. C'est une reconquête de la cité par l'État. À côté des CRS, d'autres fonctionnaires qu'on ne voyait plus depuis longtemps en profitent pour effectuer des contrôles. Des agents des douanes, de l'URSSAF ou encore de la police aux frontières. Cela commence par ce bar associatif. Vous avez un registre des adhérents? Non, je ne l'ai pas sur moi. Ah bon, pas sur vous peut-être, mais il est où? Il n'est pas ici. Il est chez ma mère. Leur cible, le travail au noir, les filières d'immigration clandestine, la contrebande, l'hygiène. Comment s'appelle le patron? Vous savez? Madame. Autant de contrôles difficiles à mener dans cette cité tenue jusque-là par les trafiquants.
Dans ce quartier qui était devenu hors la loi, ces fonctionnaires ne laissent plus rien passer. Cette dame, on la convoque au service cet après-midi parce qu'en fait, elle a installé son étal de marché devant le commerce. Bon, je pense qu'il y a un accord avec le commerçant, mais sauf qu'elle n'a pas le droit. Vous avez relevé pas mal d'infractions là, en quelques minutes. En fait, c'est pas le fait de rester longtemps, c'est de percuter tout de suite. Et d'être partout, surtout. Mais à la Castellane, un tel déploiement de policiers crée des frictions avec des jeunes de la cité, notamment lors des contrôles systématiques d'identité. Sur les véhicules qui sont là, ces véhicules, ils appartiennent à qui? Vous avez des faces dessus, mais vous savez pas qui c'est. Je vous demande qui il est. Monsieur, j'ai rien à lui dire, il fait ce qu'il a dit. On n'est pas des minots, on n'est pas des merdeux. Je suis descendu de chez moi acheter une recharge SFR, ouais. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire, ça n'existe pas dans le dictionnaire. Allez, mettez-vous la cause là. Finalement, l'incident n'ira pas plus loin. Pour être efficace dans cette cité, les policiers s'adaptent au terrain. Les hommes de cette brigade sont surnommés les ninjas à cause de leur tenue noire. Avec leur moto, ils peuvent circuler dans les endroits les moins accessibles. Eux aussi doivent effectuer un maximum de contrôles. Et là aussi, c'est un peu tendu. Vous voyez cacher dans la préparation vous voyez pas justement, c'est parce que je l'ai conduit les thémas, parce que je sais qu'il y a une trappe et qu'on peut cacher des choses, donc, ok? Lève la main de la sacoche. Oui, pas ouvert. Mets là-dessus, voilà. Ok? Fais-moi FPR, s'il te plaît. Le FPR, le fichier des personnes recherchées. Levez les mains des poches, monsieur. Voilà, merci. Le contrôle va s'avérer positif. Cet homme est sous le coup d'une condamnation à 4 mois de prison pour une affaire de voiture volée. Une peine qu'il n'a jamais effectuée. Il est emmené par les policiers, direction la prison. Les ninjas reprennent leur patrouille. Et les découvertes s'enchaînent. On va enlever celle-ci. Et on prendra la grosse là. Et sur les 4 motos, il y en a 3 de volées. Là. Et l'autre, pour l'instant, elle ne ressort pas. Il n'y a plus de plaques, il n'y a plus de Neyman, il n'y a plus rien. Et ça sert à qui ça en général? Enfin, les vols arraches. Ça sert un peu à tout. Voilà. Là, ça fait 1 an qu'elle vole. Vous l'avez trouvé comment? Ben là, juste là, elles sont posées là. Et vu que c'est tranquille avant d'arriver jusqu'ici, on est caillassés de partout, donc ils posent juste les motos tranquillement et c'est la fête. Quoi. Je pense que personne ne viendra les chercher. Ah oui, ouais, en temps normal, personne ne vient. Quoi. Enfin, personne ne vient. On vient, mais on est mal reçu, donc on passe vite. Enlèvement des encombrants, des épaves qui jonchent les allées. L'opération vise aussi à améliorer le cadre de vie des habitants. Pendant 5 semaines, 7 jours sur 7, les forces de l'ordre vont ainsi quadriller et boucler le quartier. Mais pour quel résultat? À Marseille, la Castellane est la 18e cité en 6 mois à vivre une telle opération de sécurisation. Nouvelle stratégie des autorités pour libérer les quartiers du trafic de drogue. Pour comprendre les effets à long terme d'une telle politique, nous nous sommes rendus dans ce quartier, coincé entre la voie ferrée et une zone industrielle. En janvier et février dernier, la cité de Bassins a connu le même déploiement policier. Certains habitants disent l'avoir vécu comme un harcèlement. Nawel, une jeune femme du quartier, se présente spontanément à nous. Bonjour. Christophe Dubois, je suis journaliste. Mademoiselle Nasri. Franchement, ils nous contrôlaient tous les 5 minutes. Ils savent qu'on est habitant de Bassins, mais quand même. Ils nous enlevaient tout ce qu'il y avait dans la voiture. Non, c'est trop. Il y en a un qui a osé me dire, on ne sait jamais, hein. Peut-être vous trafiquez, vous aussi. Genre, vous trafiquez la drogue. Quand des policiers viennent pour nous dire ça, excusez-nous, mais ils ne viennent pas pour calmer la cité. Hein. D'autres, en revanche, estiment que la présence des policiers a remis de l'ordre dans la cité. Pierre Fournon, directeur de l'office HLM, tient à nous montrer un appartement dont les fenêtres sont condamnées. Les dealers en avaient fait leur QG. Leur consigne de management est encore inscrite dans le hall. On peut lire « Vendre du shit, c'est un métier. Faut être sociable et commercial ». Depuis l'opération, Pierre Fournon a pu récupérer l'appartement et va le réhabiliter. Donc on est
ici devant la porte d'entrée du logement en question. Donc, ce qu'on espère maintenant, c'est que voilà, cette situation soit stabilisée et qu'on puisse effectivement réaliser des travaux, qu'une famille puisse en bénéficier, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de demandes de logement. Autre changement, des façades ont été repeintes. Des entreprises de BTP qui auparavant étaient racketées ont pu reprendre leurs travaux. D'ailleurs, la peinture à Bassins, ça occupe du monde. 6 jeunes du quartier participent à un chantier. On a mis toutes les couleurs, blanc, jaune. Une semaine payée au SMIC, soit 240 €. Là, on essaye d'améliorer le quartier parce que voilà, c'était un peu sale. Voilà, il n'y a pas que des points négatifs. Ce chantier fait partie de la stratégie globale de reconquête des cités. Après le répressif, le social. La propreté, ça fait du bien. Cette jeune fille de 16 ans ne va plus à l'école. C'est son premier emploi. Et le quartier, alors, il est calme en ce moment? Ça va, rapport, ça va. Toujours on entend Arra, Arra, comme d'habitude. Arra, c'est le cri que lancent les dealers quand la police arrive. Ça va, c'est calmé. À Bassins, malgré l'opération policière il y a 4 mois, les trafiquants sont de retour. Les guetteurs de nouveau à leur poste, comme celui-ci, assis sur un canapé. Pour certains habitants comme Sofiane, 28 ans, qui a grandi dans la cité, rien n'a vraiment changé, si ce n'est le décor. Ça c'est nouveau, ce que vous voyez, et la peinture qui est dans tout le bâtiment. Lui et ses amis acceptent de nous recevoir chez eux pour revenir sur cette opération de sécurisation. Ils se sentent coincés entre la pression policière et l'omniprésence des dealers. Ils ont déployé 150 camions, ça n'a pas changé, le trafic il y est toujours. Vous venez, vous dormez une fois ici, vous allez voir comment vous allez être dégoûté. Tous les jours ça crie, c'est le bordel dehors. Et voilà, comment nous on pourrait être associés à ces gens-là, mais faut arrêter. Ils se tuent entre eux, ils se mangent entre eux, ça ne nous regarde pas. Nous on est là, c'est pour gagner notre paix. Voilà, moi je me lève à 5 h du matin avec ma sueur. Moi je fais toute la nuit. Je suis pas là pour surveiller qui tue, qui tue pas, qui mal. Moi ça ne me regarde pas. Ce fatalisme est-il partagé par les femmes du quartier? Ce jour-là, elles sont réunies pour leur fête annuelle. Derrière la bonne humeur, les séances de maquillage et les bavardages entre voisines pointent le désarroi. Le problème paraît sans issue. La drogue est liée dans la cité. Je le redis, je me répète, elle y sera toujours. Malgré les forces de l'ordre, c'est vrai que ça a un peu diminué, mais ça continue. Il y a toujours ce problème-là, il y est dans la cité. Et dans toutes les cités, je pense, de Marseille. Il y a trop de chômage. Trop. Maintenant, vous croyez que les jeunes, si on leur proposait un emploi, ils ne seraient pas là à tenir les murs. Depuis 6 mois, depuis le début de ces opérations de sécurisation des cités, près de 34 000 personnes ont été contrôlées et plus de 1000 interpellées. Dans le même temps, la drogue continue à tuer. À Marseille, depuis le début de l'année, 9 personnes sont mortes au cours de règlements de compte.